Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de HeroConnect. Salut Thomas. Salut Christophe. Pour rappel, donc HeroConnect, c'est recevoir et réunir autour de la table des experts de la production, des métiers créatifs, des producteurs pour nous parler un petit peu de toutes les coulisses de ces métiers-là et en savoir un peu plus, en connaître un peu plus sur la production, les workflows, la post-production. Là, aujourd'hui, nous recevons donc les experts de chez Webedia. Ouais. Et Webedia, tu nous en dis deux mots. Webedia, c'est très simple. Alors, vous me dites si je me trompe. Grand groupe international de médias, d'accord. Production toute l'année. Gros volume de formats, de livraison, etc. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, il y a un peu une fusion avec l'éléphant, on va dire. Il y a des workflows qui changent. Donc, on va en parler aujourd'hui. Donc autour de la table, nous avons d'abord Xavier Martin, tu vas te présenter, on a Flavien et Emeric. Je te laisse d'abord te présenter, Xavier. Merci, ouais. Alors moi c'est Xavier, donc directeur de post-production chez Webedia depuis fin 2018, mais arrivé chez Webedia fin 2015 en tant que monteur. Donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et tu es en charge aujourd'hui, t'occupes de... Alors aujourd'hui, je m'occupe des différents services de post-production de Webedia, puisque on en parlera après, mais chez Webedia, on est organisé par service. D'accord. Ok. Flavien. Donc, bonjour à vous quatre, moi c'est Flavien. Du coup, je suis monteur chez Webedia depuis à peu près un an et demi, un peu moins d'un an et demi. Ok. Voilà. Et tu es amené à travailler du coup avec Xavier et puis avec Emeric. C'est deux jeunes gens, oui. C'est deux jeunes personnes. Plus ou moins. Selon Je lequel. me permets de le dire. Et donc moi c'est Emeric, je suis producteur artistique chez Webedia depuis 3 ans. Je vais sur mes 4 ans chez Webedia et je viens du milieu des médias, en musique notamment. Ok, ça marche. Première thématique, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet. Comment on arrive à produire comment s'organise la production et la post-production chez Webedia, parce que vous produisez énormément de contenu. Comment tout ça s'organise chez vous? J'imagine que... Et comme je te le disais juste avant, on a plusieurs équipes. En gros, Webedia, c'est à la base une fourmilière d'entreprises, on va dire ça comme ça. On va avoir des grands médias comme Allociné, comme jeuxvideo.com, 750 grammes, Dr Good, Épicurieux. Et toutes ces équipes-là ont leurs propres équipes de post-production. C'est comme ça qu'on était organisé jusqu'à il y a peu, depuis janvier, où on essaye de regrouper tout ça. Mais voilà, chacun a ses équipes. On travaille avec des internes énormément, avec des externes aussi, mais surtout avec des internes, ce qui nous permet justement de répondre à la demande. Et il y a une volonté, quand tu nous parles, c'est comme des enseignes, des marques, des BU qui travaillent chacun mais en silo. Et là, il y a une volonté de réunifier tout ça, ou c'est que ça va rester un peu, c'est compliqué ou... C'est un mélange des deux, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'unifier tout ça, d'avoir une grosse équipe de post-production. Maintenant, on est aussi conscient que chaque équipe a ses spécialités et on ne peut pas non plus demander à un monteur qui fait, je sais pas, de la fiction, du documentaire, d'être fort sur un format de 60 secondes où il faut capter l'attention très vite, et inversement. Et aussi en termes de secteur, c'est compliqué de demander à quelqu'un qui est spécialisé dans le gaming d'aller dans un univers qui n'est pas le sien du tout, voilà, par exemple. C'est ça, donc là, il y a chaque monteur et puis chaque producteur artistique aussi, vous avez des particularités, des choses que vous maîtrisez peut-être un peu plus que d'autres, et comment on fait pour mutualiser ça avec une fusion et puis avec un nouveau groupe, quoi. En bonne intelligence, je te dirais. Toujours. Ouais, en bonne intelligence, une fonction des intérêts de chacun, du vécu de chacun. Et ouais, comme le disait Xav, il y a des profils qui vont être à l'aise à l'intérieur d'un secteur un peu indépendamment des différents formats que ça exige. Et d'autres qui vont être à l'aise sur des formats en particulier ou des diffuseurs en particulier. On monte pas pareil pour YouTube qu'on monte pour la télé, etc. C'est important, ça aussi, les plateformes de diffusion, comment on fait pour adresser une plateforme, que ce soit de la télé ou YouTube ou des réseaux sociaux et tout ça. Ouais, chacun ses règles, et c'est pour ça que tout l'enjeu de cette fusion, pour nous, c'est de conserver les spécialisations et les compétences, tout en améliorant les synergies entre nous toutes et tous. Ok.
Et toi, Flavien, du coup, toi, tu es un peu plus spécialisé sur une partie, sur le montage, ou c'est assez vaste aujourd'hui? Ouais, bah en fait, c'est Avec assez vaste, des mais ce qui est cool, je pense, en tant que monteur, et je pense parler pour la plupart de mes collègues, que ce soit des graphistes ou des motion designers avec qui je bosse, ce qui est cool avec cette envie de fusion, c'est que je pense qu'on va pouvoir toucher à des formats justement encore plus divers. C'était déjà le cas. On était plus tourné sur les réseaux sociaux, mais là, le fait de pouvoir bosser maintenant sur des formats comme ceux d'Allociné ou ce genre de choses, ça permet aussi de nous diversifier et de proposer des vrais, des vrais contenus qui nous tiennent à cœur maintenant, quoi. Enfin, Ouais. si ça nous plaît plus de bosser dans ce genre de format, quoi. Ouais, je comprends. C'est quoi comme équipe à peu près et combien de monteurs Alors là, par exemple, Flavien, de base, fait partie de l'équipe Brain Content. On est une dizaine. Mais en tout, chez Webedia, on a une quarantaine de monteurs, de motion designers, de chargés de post-prod, d'assistants de post-prod. Donc tout ça, il faut gérer effectivement les De compétences cadreurs. de chacun, et puis Exactement. les différentes thématiques qu'ils ont déjà tournées, Mais etc. aussi. finalement, ça change pas grand-chose par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire que, comme le disait Émeric, on sélectionne les monteurs en fonction de leur appétence et de leur capacité, de leurs compétences, leur expérience aussi parfois sur certains projets, certains clients. Et là, l'idée, c'est juste de faire ça, mais à plus grande échelle. Et qui sélectionne du coup les monteurs? Comment ça se passe un peu la sélection C'est un Casting, travail, c'est un casting. Ouais, non, mais Un casting. ouais, c'est un tu travail défies. d'équipe, hein, en bonne synergie Ouais, ensemble. c'est une discussion entre nous. Forcément, il y a toujours des contraintes de disponibilité, d'envie, parce qu'on essaye quand même de respecter les envies de chacun. Oui, de disponibilité, envie, c'est les deux principaux critères. Et après, il y a effectivement un tel est plus performant et ça vaut le coup de passer par un tel. Ou tiens, cette personne-là, elle l'a pas fait depuis longtemps, ou elle a envie de faire, elle a envie d'être formée sur ce type de projet. Est-ce qu'on peut prendre le risque sur ce projet-là? Est-ce que ce projet-là, il y a une deadline très serrée, il faut un monteur qui monte très vite, plus vite que d'habitude. Ouais. Enfin, il y a toutes ces choses qui rentrent en compte, et c'est une discussion en général entre le producteur artistique, le chargé de post-prod, et moi si je suis dans la boucle. Ouais, parce qu'il y a quand même un enjeu de productivité, quand même, qu'on le veuille ou non. Toujours. Parce que quand il faut sortir, quand il y a un volume à Bien sortir sûr. dans des temps, dans des délais et dans un budget, forcément, il y a tout un arbitrage à faire entre les équipes qu'on met en place pour avoir le résultat donné. J'imagine que ça, on ne peut pas y échapper. C'est obligatoire, et c'est même un peu la force de Webedia. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'internes. Bien sûr. C'est que on estime en tout cas être agile et pouvoir répondre rapidement grâce à ces internes. Et du coup, Je t'en prie, je t'en prie. Il y a tellement de questions à vous poser, donc on va essayer d'en là tu profiter. parles d'interne, et effectivement, ça vous arrive parfois d'avoir des pics d'activité, et du coup, il faut faire appel à des prestataires extérieurs, à des intermittents, etc. Et comment ça se passe là-dedans? Vous avez un espèce de grand carnet d'adresses aussi. Êtes-vous toujours en pic d'activité? Ou c'est- Alors, ça Est-ce que ça dépend. pourrait être ça? Je sais pas. C'est pas loin de ça. Il y a C'est- des, non, mais non, tu il y a vois. des années entières où C'est- on est sous l'eau. Enfin, Bien sûr. c'est Et même tant la mieux, plupart genre. des années, d'ailleurs. Ça dépend des équipes, en fait. Tu veux dire des BU, c'est ça, des Ouais. verticales? Ok, Mhm. Les équipes qui, par exemple, travaillent du contenu édito, je pense notamment à Allociné ou les purs chez nous, il y a un besoin constant de produire, Ouais, donc c'est il y a toujours du travail. Côté gaming, où il y a beaucoup d'événementiels, D'accord. avec le e-sport, ou côté brain content, où on dépend beaucoup de ce qui est vendu, Ouais. on va avoir des périodes très très fortes et des périodes un peu plus faibles. Et c'est là où, dans ces périodes plus faibles, il faut qu'on utilise nos ressources pour aller aider l'édito. Et à côté de ça, quand dans les périodes fortes, aller trouver des externes qui viennent nous aider à combler la demande. Et j'ai une question dans justement cette gestion, parce que ça va être une gestion du planning, parce qu'il y a cette saisonnalité, par exemple, tu parlais du gaming, ou Allociné qui est en permanence, lui, occupé, on va dire, dans les pics. Qui s'occupe de cette gestion-là, d'anticiper pour pouvoir dire, je vais optimiser au maximum, comme c'est des ressources qui sont internes, tu le disais précédemment, d'anticiper ça pour essayer d'optimiser au maximum, finalement, les dépenses, les ressources. Il y a quelqu'un qui s'occupe du planning, cette gestion-là des ressources humaines. Dans chaque équipe de post-prod, il y a un lead
que ce soit un chargé de post-prod, un responsable de post-prod, etc., qui gère son planning. Et l'idée là, avec le regroupement des équipes, c'est justement d'améliorer la communication entre les équipes via ces leads. On va dire que c'est des chargés de post-prod, c'est plus simple comme ça. Bien sûr, oui. Et de pouvoir voir plus facilement quels sont les dispos Ouais. de chacun. Trop bien. Bah, du coup, là, on voit qu'il y a un peu plein de parties prenantes, et puis surtout, ça grandit un peu surtout. Et du coup, bah, qui décide quoi et à quel moment sur les productions? Donc, il y a plein de types de programmes différents aussi. Il y a des choses qui sont faites pour des chaînes qui sont en interne, il y a des prestataires extérieurs aussi. C'est pas forcément exactement la même direction artistique, c'est pas la même façon de monter, c'est pas les mêmes décisions, c'est pas le même versionning, etc. Est-ce que vous avez quelques exemples de productions que vous pouvez avoir qui sont assez différentes dans tout ce que vous faites? Voilà, oui. Bah tiens, faisons la rétrospective de mon année. Si, plaisir, merci. Ouais, ouais. Avec grand plaisir. Non, mais oui, les typologies de projets sont différentes et de plus en plus avec justement les différents mouvements de fusion qu'on opère. Cette année, pour ma part, tu peux bosser sur, moi, historiquement, du brand. Mais la brand n'est pas toujours celle qu'on attend. C'est-à-dire que ça peut être des collabs avec le PSG, beaucoup, Ok. via différents de nos clients. On a plusieurs de nos clients qui sont des sponsors du PSG. Donc on a Hall notamment, Haier, anciennement Hisense, qui elles sont deux marques d'électroménager, et Hall, on se parle d'Accor Hotel. Cette année, on a une grosse OP avec Hall et d'anciens joueurs du PSG, puisqu'ils ont ouvert une chambre d'hôtel au Parc des Princes. Ok. Et ensuite, des chambres d'hôtel à l'image de celle-ci dans plusieurs pays du monde, brandées, co-brandées par une ancienne légende du PSG. Donc Ok. une chambre Pastore en Chine, une chambre Paoletta en Arabie Saoudite. Dans un stade à chaque fois ou pas forcément dans un Pas stade? dans un stade à chaque fois, dans des hôtels de la marque Hall, c'était Novotel d'ailleurs. Ouais. À travers le monde. Donc ça, c'est une OP qui nous a pris beaucoup de temps. C'est une OP sur laquelle, au final, je pense qu'on doit livrer, peut-être une centaine de masters et plus de 600 déclis parce qu'en fait, dans chaque hôtel, il faut que la vidéo puisse être lue dans plein de langues différentes. Puisque T'as de la localisation en plus là-dedans. Ok. Exactement. Donc une des grosses OP de l'année, on va avoir des formats beaucoup plus sociaux. Par exemple, moi je bosse beaucoup sur du Leclerc. On va faire du micro-trottoir en magasin et sur de la marque employeur particulièrement. Ok. Donc on va parler avec des collaborateurs et des collaboratrices. Et la marque, parfois, c'est Aya Nakamura parce qu'elle sort un nouvel album. Et donc on va faire un live talk show d'une heure où elle annonce son album, ses Bercy, sa cover, ses featuring. Donc c'est aussi divers que ça. Et puis il y a de la synergie évidemment avec les autres organes du groupe. Ça peut être Allociné qui nous dit Michael B. Jordan est en France pour la promo de Creed 3. On va faire une OP avec la partie event de Webedia, Ok. avec Warner côté client, et avec Allociné en diff. Et puis on va mettre Sally de chez Smile, une agence de talent que Webedia a racheté, sur l'OP aussi. Et donc on va tous bosser ensemble et faire des vidéos autour de la sortie de ce film et de la venue de Michael B. Jordan en France. Tout ça avec de la RSE dedans parce qu'on rénove Évidemment. un city à Aubervilliers avec une grande fresque de Michael B. Jordan. Donc, tu vois, la journée type n'existe pas. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand c'est comme ça, un peu, bah, il y a des décisions qui se font collégiales, on va dire. Vous êtes à plusieurs pour réfléchir. Est-ce que parfois il y a des choses qui descendent directement de la marque? Alors, comme on a dit, la marque, ça peut être soit une marque, soit un artiste qui devient une marque. Ouais. D'accord? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui descendent directement et ils nous disent, bah, non, on veut ça, il n'y a pas de question? Ou est-ce qu'il y a quand même de la discussion? Est-ce que vous arrivez toujours à échanger ou pas, quoi? Je pense qu'il y a autant de process que de clients, à peu près, et que de formats, puisque oui, c'est vraiment pas la même façon de produire selon le client et selon le format. On peut faire
du podcast, du brain content, du documentaire, de la bande-annonce télé. Enfin, il y a vraiment... C'est très varié et du coup, selon le besoin, selon le client, Ouais, donc c'est un avoir, sur-mesure un peu presque par client. Et il y a, bon, après, il y a toujours une base, on va Oui. dire, mais oui, il y a du sur-mesure. Il y a des clients qui sont très stricts sur ce qu'ils veulent et où on a peu de marge de manœuvre. Et il y a des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ont envie d'un accompagnement là-dessus, justement. Donc ça, En fait, pour te donner, en effet, il n'y a pas de réponse à cette question. Pour essayer de te donner une règle qu'on puisse plus ou moins suivre, ça dépend de qui on vient chercher la créativité. Quand tu bosses pour Disney, la créativité, elle est déjà beaucoup de leur côté. Ils ont déjà installé quelque chose, une image créative que tu dois respecter. Donc, tu vas être très proche de leurs guidelines. Quand une marque vient chercher un influenceur pour faire ou qu'un influenceur, un talent, fait un créateur ou une créatrice de contenu fait un event ou une vidéo, la marque, ce qu'elle est venue chercher, c'est sa créativité à elle ou à lui. C'est son univers. Donc là, ça va se déplacer un peu plus vers nous dans la prise de décision, parce que on doit, et vers le talent évidemment, parce qu'on doit respecter son univers, prolonger son univers. Et parfois, il y a des gens qui viennent te chercher parce qu'ils n'ont pas la compétence de créer. On a beaucoup de nos clients qui n'ont pas la compétence de créer. Donc, ils vont venir nous chercher, nous. Parfois, on répond à des appels d'offres avec des réalisatrices, des réalisateurs. Donc, parfois, ils sont un argument en eux-mêmes. Là, je pense historiquement chez IDZ, donc, qui est le label de prod dans lequel on bossait historiquement. Enfin, on bosse toujours d'ailleurs, mais la fusion étant en cours, ça s'élargit aussi. Mais chez IDZ, on a toujours des réalisateurs qui sont en semi-exclus avec nous. Donc, je pense à Yannis Chalab, anciennement Basile Monod, qui a réalisé Kaizen, Raphaël Sartoris et d'autres. Et parfois, quand on répond à un appel d'offres avec eux, ils sont un argument de vente. Yannis, aujourd'hui, qui fait tous les clips d'Aya Nakamura, qui a fait la dernière pub aussi d'Adidas F50 versus Predator avec Pogba et Dembélé. Il y a certaines marques qui viennent le chercher. Ils achètent ce réalisateur-là, bien Exactement. sûr, comme au cinéma, quand tu prends par les producteurs d'œuvres ou le réalisateur qui a fait ça, c'est un Même argument. dans le luxe aussi, tu vois, Bien que sûr. ce soit un parfum, que ce dans soit le une luxe, c'est marque, ça. etc. Ils Guy viennent Ritchie, chercher des il va chercher réalisateurs. un réalisateur par rapport à son image. Donc en fait, ça c'est trois typologies. T'as où c'est très circonscrit et guideliné, on va dire. Et là, tu suis, tu déclines et tu respectes ça. J'imagine jusqu'au montage, soit plan par plan, tu dois être dans un exercice presque de sur-mesure à dentelle. Ou alors, effectivement, là, on va prolonger l'univers d'un artiste, enfin, ou d'un influenceur, et se conjuguer avec la marque. Ou alors, donc là, tu as un rôle aussi de directeur artistique, mais pour se fondre dedans et à faire un truc augmenté, c'est-à-dire l'influenceur augmenté par la marque. Et le troisième, où là, écoutez ce qu'on fait, Emric, parce que je sais pas trop. C'est ça un peu, en gros. C'est ça le rôle. Ouais, c'est ça les trois. C'est-à-dire qu'on peut. D'ailleurs, notre intitulé de poste a été longtemps un sujet. Mais en effet, on peut être chef de projet, comme on peut être vraiment prod artistique, voire directeur artistique. Je comprends. D'un projet à l'autre. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir ces trois-là, parce que dans le premier cas, tu es plus chef de projet où tu accompagnes à bien comprendre le client et le faire glisser après sur les équipes pour le résultat. Le deuxième, c'est un exercice hybride qui est intéressant. Puis le troisième, c'est là où tu t'éclates, où tu es tout seul dans ta bulle pour se vider. Exactement, ouais, bien sûr. Et puis je pense que c'est pareil. Pareil pour, j'imagine. Pareil côté montage, tu vois. Ouais. En fonction des projets qu'on a pu avoir ensemble, on a eu des approches très différentes de bon, ok, là on essaye de coller à ce qu'ils veulent. Et parfois un peu plus de place. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a des fois où, comme on n'a pas un truc très guideliné, on peut, nous, en tant que monteur ou même motion designer, là, se dire, là, moi, j'ai vu ça j'ai vu cette ref-là visuelle qui m'intéresse, ou j'aimerais bosser là-dessus. Et là, on peut proposer, du coup, on voit avec les chefs de projet, producteurs artistiques, est-ce que ça pourrait coller à ce que le client veut. Bien sûr. Hein. Et du coup, s'amuser justement dans des projets où on a moins de contraintes que par exemple, un projet Disney où là ça va être écrit de A à Z. T'as le conducteur. Ouais, voilà, parfois c'est ça. Et donc en effet, on a peut-être l'impression qu'on a moins de liberté. Et donc sur d'autres projets, on peut plus se libérer et proposer des trucs
En effet, ouais. La question est bête, mais j'imagine que tu préfères un projet où tu as une totale liberté, enfin, de force de proposition, j'imagine, non? Ou il faut Bah, quelque chose de très guideliné qui va Bah, faire je pense que c'est cool d'avoir un peu des deux. Ouais. Parce que, enfin, ouais, c'est cool d'avoir un peu des deux, mais en effet, en tant que. Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime vraiment toucher à tout. Et donc, je peux des fois avoir des idées de projets qui vont le plus être visuellement, qui vont se rapprocher du motion. Et donc, pouvoir proposer en tant que c'est moteur enfin, une idée visuelle qui est moins bornée, entre guillemets, à un travail de monteur classique. Ouais. Ça me fait plaisir. Et justement, ouais, j'ai plus l'impression d'être créateur à part entière que juste. c'est sûr. Que juste Très un bien. étancier, quoi. D'un point de vue prod artistique, je trouve ça très intéressant aussi de bosser des univers qui fascinent déjà les gens. Là, en l'occurrence, je pense à Disney parce que tu as un historique de 100 piges de meufs et de types qui ont réussi à fasciner le monde entier. Ouais. Essayer de comprendre comment ils l'ont fait, comment ils le déclinent sur tous leurs supports en ratant assez rarement quand même. Ouais. C'est aussi fascinant et c'est extrêmement formateur quand derrière toi tu dois proposer des choses, de dire ok, ces gens-là ont pensé la création de contenu, la projection dans l'imaginaire de manière à en devenir la référence pour des dizaines de générations. Comment on s'inspire de ça? Alors comment on prolonge ça, c'est déjà une sacrée chose. Mais comment on s'inspire de ça aussi pour réfléchir parfois de la même manière qu'eux, quoi. Comment on s'impose aussi cette exigence, c'est un exercice intéressant. Oui, parce que c'est très charté, mais en réalité, il y a toujours une volonté quand même, notamment sur ce client-là, d'aller plus loin, de créer du neuf, tout en gardant les guidelines, mais... Ok. Pas facile, Mais du en coup, référence. le curseur entre les Ouais, deux. mais très intéressant d'essayer de proposer de nouvelles choses à un client qui a déjà bien en plus une communauté très forte, donc Exactement. très intéressant comme travail. Du coup, pour Disney, vous travaillez pour qui chez Disney et sur quel type de contenu? Juste pour avoir une idée aussi, parce qu'on parle de Disney, mais Disney, comme tu l'as dit, Si vous pouvez en c'est parler, tellement enfin, énorme que c'est difficile parfois de se positionner. Quels sont les Il y a interlocuteurs? Disneyland Paris, il y a Disneyland, Ouais. il y a les prods Disney, il y a... Exactement. Nous, notre client principal, à l'échelle de anciennement Webedia Prod, qui a fusionné avec IDZ, et je vous passe tout l'historique de tout, mais chez Webedia Prod, organisme de brand de Webedia, un de nos plus gros clients, peut-être notre plus gros client historique, est Disneyland Paris, le parc. On a également produit parfois du contenu pour Disney+, mais c'est beaucoup plus ponctuel. Chez Disneyland Paris, on va travailler avec les équipes réseaux sociaux, SRC, tout le contenu réseaux sociaux, des différents réseaux sociaux du parc Disneyland Paris. Donc c'est une variété de contenu assez large. Ok. Et cette année, on a beaucoup bossé sur leur YouTube, puisque ils ont un gros axe de redéveloppement sur leur chaîne YouTube. Ok. Donc ça a été un des gros travail parmi tous les travaux de l'année. Prenons pas de risques. Oh, ouais, sympa ça. Ça Tout le monde comprend. Mais oui, ça c'est très intéressant. Parce que pour le coup, penser ce que doit être Disneyland Paris sur YouTube, en fonction, eux, de leurs objectifs à atteindre sur, disons, ces 2 premières années de redéveloppement de cette chaîne YouTube, c'est un vrai projet. C'est un vrai projet de développer les histoires, comment les histoires du parc et des licences doivent vivre sur YouTube. YouTube étant évidemment pour Webedia, et je pense chacun à notre échelle, moi j'ai appris mon métier sur YouTube. J'ai appris la création de contenu, comment attraper l'attention, tout ça je l'ai appris sur YouTube. C'est évidemment à l'échelle du groupe une verticale forte, savoir monter pour YouTube, savoir créer pour YouTube. Donc penser le YouTube d'une marque aussi forte en France et à l'international, c'est évidemment méga excitant. Ouais, parce que on disait un peu plus tôt aussi, c'est que c'est des cibles différentes, on va dire. Parce que là, historiquement, ils étaient plus sur Insta, Facebook, peut-être TikTok aussi, je sais pas trop. Ouais. Et là, du coup, YouTube, c'est pas forcément la même population qui va sur YouTube que qui va sur du Facebook, par exemple. Aussi simplement de ça, Puis les mêmes je codes, c'est pas- prends vraiment un C'est peu ce qu'on l'opposé. disait Mais... tout à l'heure, c'est les formats diffèrent en fonction de la plateforme. Nous, C'est ça.
souvent, une des premières questions qu'on pose en post-production, c'est où est-ce que ça va être diffusé? Ouais. Euh, Parce que la narration n'est pas la même Exactement. à tous les niveaux. La narration, la longueur de la vidéo, c'est ce qu'on fait. On a vu ces dernières années YouTube évoluer, passer de formats très courts à des formats très longs, Ouais. à plus courts, mais un entre-deux en ce moment, la création, l'arrivée des shorts, enfin, ça a beaucoup évolué, donc il faut s'adapter à ça et trouver ce qui correspond le mieux à la marque au moment T. Ouais. Et le contenu sur YouTube, là, c'est quotidien? C'est du contenu quotidien que vous envoyez sur YouTube ou c'est quoi la fréquence de la diffusion? Pour Pour vous? Disneyland, Oui, pour Disneyland. je pense qu'on a au moins un contenu par semaine, un truc comme ça. Hein. C'est Non, un peut-être contenu, pas, d'accord. je pense pas. Parce que sur les différents formats, t'en as un qui est mensuel. On a trois formats mensuels. Une story. On a 3 formats mensuels, donc t'es déjà presque à une par semaine. Et après, ouais, en fonction de s'il y a du making-of, du vlog, des trucs comme ça peut ajouter. Oh, on doit pas être loin. On doit pas être loin d'un C'est contenu par semaine. Ok. Et comme on disait, là, on prend un exemple de Disney, il y a un exemple parmi tout ce que vous faites. Et à chaque fois, c'est très très différent et tout ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est votre méthodologie de travail, c'est une des méthodologies c'est ça. pour un Un objectif qui est très très précis. Et du coup, comment ça se passe la validation avec ce client-là? Parce qu'il y a une validation qui est déjà en amont, qui est une validation de production artistique, une validation peut-être de montage, une validation je ne sais pas si vous appelez ça des PAD, d'accord? Donc Ouais. voilà. Comment ça se passe la validation? Qui valide qui? Quoi? Tu parlais des équipes réseaux sociaux de Disneyland Paris, d'accord? C'est combien de personnes ces équipes-là? Et est-ce que c'est des gens qui s'occupent seulement d'une partie à Disneyland ou pas? Est-ce que En fait, c'est ça. Tout dépend beaucoup de la typologie du client. Avant de revenir exactement sur les équipes chez Disney ou autre, il faut revenir sur comment un projet il va rentrer chez nous. Aujourd'hui, Webedia, comme vous le disiez en intro, c'est un groupe qui est international. C'est un groupe qui a des liens commerciaux avec quasiment tous les groupes de France. Tu vois. C'est un sujet de bizdev chez nous, à savoir quand tu essayes de faire du bizdev sur une de nos BU, tu sais qu'il y en a une autre qui bosse déjà avec tous les clients que tu pourrais attaquer, donc finalement passe par de l'interne, tu vois. Donc des projets rentrent. On a des commerciaux qui font rentrer des projets en fonction des verticales, le sport, le divertissement, la grande distribution, tout ça. Un projet rentre, un client veut telle vidéo. Le commercial se dit, je vais évidemment la produire en interne parce que j'ai les moyens de le faire. Je vais aller voir par exemple au hasard IDZ parce qu'ils sont super forts dans ce qu'ils font. Et donc, le client arrive avec un brief. On veut faire ça. Soit on est les seuls sur le DOS, soit il y a un appel d'offres à remporter. Ok. Cet appel d'offres, on y répond, nos productrices, nos producteurs y répondent avec un réal ou une réal ou sans. On le gagne évidemment parce qu'on est les meilleurs, tout simplement. Pas de sujet. Donc je pense que tout le monde est d'accord. Et une fois qu'on l'a gagné, il arrive dans nos mains. Nous, producteurs artistiques, dire de post-prod, etc. C'est un peu plus poreux que ça dans la réalité, parce que parfois on peut réfléchir à l'appel d'offres ensemble avec les productrices, producteurs. Ouais. On chiffre aussi ensemble combien de temps ça prendrait de post-produire ça. Voir les équipes internes, externes aussi, exactement. Comment ça s'organise. Ouais. Donc c'est un peu plus poreux que ça, mais simplifions et disons qu'il est vendu, il nous arrive dans les mains. Là on a un appel d'offres qui est gagné sur un brief. Un brief, il faut lui donner une réalité. Et là, on peut commencer à discuter tous ensemble de OK, c'est ça le brief, c'est ça les objectifs, qu'est-ce qu'on met réellement derrière. Comment tu passes en fait d'un pitch, un script, d'un script à un découpage, d'un découpage à un tournage, d'un tournage à un montage, d'un montage à une vidéo, et je passe les étapes de finalisation et d'éventuel motion. Donc et à chaque étape, j'imagine, il y a des validations entre. Tu dois descendre à chaque fois. Pour gagner là-haut, ouais, exactement. Pour gagner là-haut, tu dois valider un concept.
Une fois que tu as gagné, ce concept, il passe en script, on le détaille. Bon, il y a la validation évidemment de toute la partie budgétaire Budget, déjà. Mais ensuite, tu dois faire valider ce script, tu valides ton découpage, tu arrives sur ton tournage, tu vas valider une V1. En amont, tu as peut-être validé des éléments graphiques, de motion et tout. Tout est sujet à validation, des allers-retours. Tu peux, enfin voilà, si tu as 600 livrables, des allers-retours, alors, il tu y en vois, a 2000. Chaque livrable est validé, toi, c'est comme ça? Pardon, Bah, excuse-moi, je t'ai Non, je t'en prie. Tu vas valider un master. Et après, des déclits de langue, par exemple, quand tu traduis une vidéo en italien, en portugais, en machin, pour All, chaque personne responsable du marché en question chez All va Valider, checker la c'est- traduction et s'assurer que non seulement elle est juste, mais bon, là on bosse avec des partenaires qui nous assurent qu'elle le soit, mais en plus de ça, va checker qu'elle corresponde à ces guidelines, que tel terme technique va correspondre. Ah oui, mais ici nous on met toujours une majuscule et machin, donc oui, oui. Tout ça. Là, je t'écoute parler, Emric, et je pose la question à Xavier parce que je pense que ça, il connaît bien le sujet. Il y a des validations donc à toutes les étapes. Comment on gère les validations? Parce qu'à un moment donné, il y a un budget. Jamais à penser qu'un projet, évidemment, on part d'une idée. Il faut qu'elle soit encore validée par le client. Une fois qu'elle est validée, c'est le début des emmerdes, en tout cas, du long parcours. OK, là-dessus, on s'accorde. C'est une temporalité et c'est un budget. Et là-dedans, c'est entrecoupé de toute validation. Mais ces validations prennent du temps et c'est aussi de l'argent. Où est-ce qu'on limite, où est-ce qu'on met le curseur? Parce que s'il y a des validations sur 10 étapes, le pitch, le découpage, le tournage, la post-prod, on se rend compte que ce temps-là, qui est imparti, qui a été budgétisé, On comprend, encore une fois. ça, faut le maîtriser parce qu'à un moment donné, sinon, la rentabilité d'un projet, parce qu'on est quand même dans la rentabilité à un moment d'un projet, on peut vite se laisser déborder. Surtout qu'il y en a d'autres qui vont arriver derrière et on peut perdre du temps. Comment ça se gère et comment on arrive à maîtriser ça et à dire stop, c'est fini, c'est bon, c'est délicat ça. Hein. Alors, chez Webedia, on timesheet les équipes qui font de la post-prod. Ok. Ce qui fait qu'on sait assez vite combien on dépense sur la partie post-production. Ok. Donc on a un suivi, forcément on sait ce que nous a coûté le tournage et on sait assez rapidement ce que nous a coûté la post-production. Ce qui nous permet de mettre des alertes quand, D'accord, des alertes. voilà, quand on Tu sens s'approche. Mais il n'y a pas un planning au départ où on dit, enfin, je sais pas, je me dis, il n'y a pas un planning où on se dit, on met dans ce planning-là des temps de validation par le client, qui évidemment, bien souvent, Après, ouais, n'est évidemment. pas souvent respecté. Prévu une journée, il Jour. prend une semaine. Ah oui, elle n'est pas là, elle est en congé, machin, elle va valider, on a besoin d'elle. Encore une fois, il y a Mille Il y a- façons de faire. il y a Je mille sais, façons je de sais faire bien, parce mais- que tu vas avoir des clients qui te disent je te réponds en moins d'une journée et qui en fait vont mettre une semaine à te répondre. Et d'autres qui sont vraiment très réactifs sur le sujet. Donc on travaille régulièrement avec les mêmes clients aussi, donc on apprend à les connaître et à s'adapter en fonction d'eux. Mais oui, nous, de base, quand on envoie une V1, par exemple, on laisse toujours 2-3 jours au client pour répondre. Parce que tu On imagines bien, s'organise regarde, je toujours prends comme juste le cas de figure où tu laisses 2-3 jours. Tu parles, donc le bon élève, il va te dire en une journée, il va te répondre. Super, tu as le monteur encore sous la main, donc il peut te faire la V2, la V3, et puis ainsi de suite valider. Après, tu Celui- mets sur autre chose. Et tu le mets sur autre chose. Tu as le mauvais élève qui te répond au bout d'une semaine. Qu'est-ce que tu fais de ton monteur que tu as booké sur le truc? Est-ce que tu vois, c'est tout ça le sujet. Non mais, et je dis monteur, et c'est parce que j'ai Fabien en face de moi, mais ça a pu être, tu vois, pour n'importe quel, pour le motion designer ou autre, tu fais comment? Et c'est pour ça qu'il Tu travaille cours après sur le temps. plusieurs sujets en même temps. Non mais d'accord, tu es obligé. Tu as bien switché. Oui, c'est ça. Ouais. Bah oui, bah ouais, en effet, quand on a des périodes de validation, bah on passe sur un autre projet. sûr, Et après, c'est vrai qu'il faut aussi être réactif à ça. Et puis c'est encore plus complexe quand des fois on a des retours au compte-gouttes. Où là, Ça, c'est, je trouve là ça c'est affreux, ça. Ça, tu peux c'est le paradis là. Mais voilà, bah, on fait avec, mais c'est vrai que ça fait partie du game Bien sûr. de ce truc-là de planning où on peut bosser sur plusieurs projets et puis des fois Il on le est faut. focus sur un projet, sur un seul projet et on avance en fonction des retours. Quoi. C'est tout l'intérêt des chargés de post-prod C'est ça. d'organiser, de piloter pour que les monteurs aient le plus souvent du travail, mais surtout qu'on puisse répondre à nos clients rapidement, même si ils ont mis, je ne sais pas,
2 semaines à nous répondre, alors c'est qu'ils ça, devaient c'est nous répondre en 2 jours. T'attends 2 semaines et toi, tu dois répondre dans l'heure, quoi. C'est toujours un peu le C'est truc. ça, mais nous, on essaye de garder cette agilité où on est capable et c'est possible, surtout avec des internes, Bien sûr. de remettre Bien sûr, c'est le sûr. monteur qui a travaillé Ouais. sur le projet. Ça veut dire décaler un autre projet, ça veut dire Ouais. trouver des solutions. Et en tout Toujours, cas, comme on est maître du planning, c'est plus facile Et de que les gens répondre sur place. rapidement. Et Aussi. les gens sur C'est ça place. qui est, bien sûr. C'est une des forces et la culture de Webedia, c'est d'être capable de dire oui et de répondre vite. J'ai une anecdote là-dessus. C'est un projet qui s'est pas fait, donc je pense que je peux en parler. Mais on fait un live pour Aya Nakamura pour l'annonce de son album DNK, où elle va faire Bercy et tout. Machin. Ça se passe super bien, on fait l'annonce, un talk show d'1 heure, trop bien et tout. Derrière, elle fait Bercy, et entre-temps, elle a dû rajouter 2 dates de Bercy, parce que c'est Trop bouquet, drôle. c'est fou et tout, exactement. Ça commence sur son premier Bercy, c'est un vendredi, un truc comme ça. Et on était invités, donc c'est cool, on va à Bercy, moi ensuite j'ai une soirée avec des potes et tout. Trop bien, tu vois. Et samedi matin, je suis en train de comater dans le lit d'un pote, comme as. Et mon téléphone sonne, et c'est Sam de Rec 118, donc Rec 118, un label de Warner. Sam m'appelle et me dit Aymeric, tout le monde m'a dit non. Aya a kiffé voir les images de son concert sur les réseaux sociaux partout hier, parce que les gens prenaient des vidéos et tout. Pensez que vous pourriez capter le concert de ce soir Ah oui, ok. à Bercy. Captation de concert à l'accord Hotel Arena. Ok, normalement, la réponse pour n'importe qui, c'est bah non frérot. Non frérot, on ne peut pas. Pas le jour pour Chez jour. Webedia, c'est bouge pas, j'appelle. Ouais. Et donc, bouge pas, j'appelle ma productrice Léa Elkaïm, qui elle-même appelle en interne dans le groupe des gens qui peuvent avoir cette expertise. Et en fait, avant midi, Tu montes l'équipe. on revient vers eux avec une équipe prête et un devis, quoi. Ouais. Alors après, ça se fait pas pour des raisons dont on n'a pas le temps de se mettre d'accord, Ouais. mais chez Webedia, la réponse par défaut est oui. C'est ça. Vous avez l'expertise et l'expérience. L'expertance, ça, L'expertise, c'est ça, bien, il faut mutualiser, c'est bien. pour répondre justement à ça et trouver les ressources, les bonnes ressources qui... C'est ce qu'apprécient les clients, je pense. Les clients apprécient cette Je pense cette aussi que c'est réactivité. une force. Aujourd'hui, c'est une force. C'est hérité aussi de la culture de YouTube dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Quand tu as un talent, une opportunité, et que du jour au lendemain, il faut monter une équipe pour aller saisir cette opportunité, bah, tu prends l'habitude de savoir le faire. Ouais, exactement. Moi, j'ai une question, c'est pour toi, Flavien. Ouais. On parlait un peu international tout à l'heure, localisation et tout ça. Il y a le fait de produire un contenu et de le décliner, donc de le localiser, mais est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir des contenus qui viennent de l'extérieur, qui sont tournés dans des langues que parfois le monteur ne parle pas et qui doivent monter? D'accord. Donc, de toute façon, on a Non, eu mais- l'expérience non, pour mais les Flavien- JO 2024, c'est pour Ouais, ça? c'est vrai. Mais Et Flavien du parle coup- toutes les langues. Oui, Tu sais pas ça. Il parle 32 toutes les langues. langues. 32 Il a langues. l'air recruté pour ça. Sur l'écran. Monteur polyglotte. Ouais, c'est quand même une de mes facettes. Et comment ça se passe quand c'est comme ça que tu dois faire un montage, par exemple, de 30 secondes pour les réseaux sociaux, T'es malade. d'une langue que T'es tu malade, tu dis, je suis parles malade. pas, je crois. Comment Bah, ça se je crois que j'ai jamais eu le cas de devoir bosser sur un. Ok. Si, Si. tu l'as eu. Donc, Ouais, ouais. Legendary Room, Pastore, il parle en portugais. oui, ça c'est bien vrai. Oui, ça c'est bien vrai. Rai, il parle en portugais brésilien. Mais j'avais la chance d'avoir Johan qui avait Donc, qui et vous, avait ils pu nous avaient fournir quelqu'un des en- traductions rapidos pour pouvoir. Vous avez Exactement. vous avez des Il y a plusieurs, encore une fois, il y a plusieurs façons de fonctionner. Soit on travaille avec des journalistes qui sont bilingues et qui font une première sélection qu'on traduit. Ouais. Soit on envoie tout en traduction dès le début. Soit c'est le client qui nous fait une présélection. Enfin, il y a encore une fois plusieurs j'ai eu façons de faire. j'ai eu le Mais- cas en fait pour Disney italien. Voilà. On devait faire un format. J'oublie tous mes merveilleux projets. Pour T'en fais Gacy. trop. Oui, c'est ça. Ouais. Et non, on devait faire des formats de 2 à 1 minute pour donc Disney italien. Donc, et là, en fait, j'ai bossé du coup 2 jours avec une journaliste qui était là sur le tournage, Ok. qui parlait italien et français évidemment. Même si je parle italien, en effet, C'est ça. Je préfère me faire aider. au oui, cas où. voilà. Et là, en effet, c'était essentiel de pouvoir
échanger en direct avec une personne qui comprenait la langue et qui pouvait Savoir où tu cut. ouais voilà tu- et former un bab bien plus rapidement Ouais. que ça aurait été possible avec une traduction, sachant que des termes ou des idées en italien, je pense qu'elles sont pas forcément bien retranscrites avec une traduction faite automatique, quoi. Et donc c'est vrai que c'est bien aussi de bosser avec ce genre de personne qui peut directement nous donner les bons réflexes, quoi. Enfin, là, c'est l'italien, mais quand tu as des langues un peu venues, enfin, tu vois, imagine le mandarin. Du polonais. Non, mais Ah c'est bah, pas polonais, polonais, par exemple, non, mais Ah, ouais. va trouver. Bah, Non, mais- pour arabe aussi, un autre Ouais. projet Disney, pareil. J'avais tout oublié. Ouais. Pareil, c'était En fait, Middle en East. fait, j'ai fait plein de projets, en fait, ces années. C'était une influenceuse donc qui parlait arabe. Et alors là, c'est vrai que faire couper une Ah idée oui, c'est. quand elle est en arabe, en effet, là, c'était assez complexe. Et Si t'as pas donc de là, ça pause, en demande, plus, ouais, entre- ça demande des validations. Il y a un nombre du coup d'aller-retour qui est bien plus conséquent qu'un projet en français forcément. Mais un truc très marrant, des moments très marrants en post-prod, c'est quand on a des retours de graphisme sur un packshot qui est en mandarin ou en arabitaire. Ok. En fait, on se retrouve à 5 derrière un écran. Attends, mais là, la modif qu'ils ont fait, tu vois, le point, il est au-dessus de l'espèce de trait courbé, là, non? Et donc, ouais, ça donne des moments assez fous. Pastore, j'ai dit en portugais, mais c'était en espagnol. Et il y avait une trad mandarin, il me semble, puisque c'était sur le marché Paoletta. asiatique. Paoletta, on avait de la trad arabe d'Arabie Saoudite. Donc ouais, quand tu reçois les retours et que t'as plus accès à quelqu'un qui écrit ou parle la langue, et pour les retours, tu fais confiance à tes petits yeux et Ouais, tu fais c'est ça. attention et puis on se met à 5 et on fait 3 passes pour être sûr de rien avoir raté. Mais oui, ça fait partie de notre quotidien. Mais effectivement, du coup, t'arrives forcément dans un endroit où t'as plus de validation, plus de retours, etc. Parce que c'est des choses que tu maîtrises moins comme ça, quoi. Parce que... Le process s'adapte à ce qui a été vendu, ce qui est Ouais. au budget, le temps qu'on a et comment on peut s'organiser au mieux possible. Ça vous est déjà arrivé de dire, OK, il y a quelque chose qui a été vendu, ça a été vendu et ça devait bien se passer, etc. Il y a eu un petit grain de sable à un moment et ce que vous allez livrer est pas au niveau de ce que vous voulez vous livrer vous et vous dites, c'est pour ma pomme, je le prends ou C'est arrivé. Ouais. Oui, oui. On peut complètement, quand nous, on n'est pas satisfait de ce qu'on livre, c'est rare, mais ça arrive quand même qu'on prenne la décision de dire, ça, c'est pour nous. Ça a été un des axes de cette année. Aujourd'hui, globalement, à l'échelle de Webedia, alors, il y a des dynamiques différentes, mais je dirais au moins à l'échelle de la création de contenu de marque, il y a un besoin de qualité beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'en fait, disons que j'ai le sentiment que ça se creuse. C'est-à-dire que d'un côté, on va aller rechercher des choses extrêmement sociales, où toute la qualité va être dans la spontanéité, l'édito, la crédibilité. Soit on va aller rechercher du produit très contenu, du contenu très produit. ça marche aussi. Ouais, on comprend, hein. Du contenu très produit et où on n'a pas le choix d'être à la hauteur des standards de ce qui se fait de mieux. L'entre-deux, j'ai le sentiment, existe de moins en moins. Il n'y a plus trop de contenu pour du contenu, quoi. Il y a de toute façon une ligne spontanée ou plus Très léché, très. Soit il y a une c'est forte voir. valeur Forte ajoutée valeur. d'un point de vue de production, Ouais. soit une forte valeur ajoutée d'un point de vue humain, quoi, de la Ouais. spontanéité de l'édito. Instantanéité. Exactement. Donc, il faut répondre à cet enjeu. Et cette année, en effet, plusieurs fois, on s'est dit, OK, est-ce que là, on est à la hauteur des meilleurs standards sur, je te dis n'importe quoi, mais du vlog produit, du TVC, de la pub TV et tout. Et ça nous est arrivé, allez, 2-3 fois cette année. Sur le nombre de contenus qu'on a, c'est pas assez beaucoup, peu. mais- Mais c'est vrai que c'est notable parce que c'est des choses dont tu te souviens de dire, là non, en vrai, on peut aller plus loin. Ouais. Et on le doit à nos clients parce qu'on est des experts. Enfin, tu vois, par exemple, quand tu es Webedia, tu peux pas rendre du vlog. Je comprends. Donc parfois, tu vois, on a re-internalisé des trucs où on était sur de l'externe. On s'est dit, mais en fait, en interne, on a des capacités à faire de la vidéo YouTube et du vlog qui sont folles parce qu'on a des gens qui ont monté les plus grosses vidéos de l'histoire de YouTube.
En France. Tu parles pas de MrBeast. Je ne parle pas. T'as 3 heures encore? Je peux en faire 3 heures. Yes, on a dit 3 heures. 3 heures. Mais ouais, reprenons-le. On sait faire ces trucs-là, on sait faire du YouTube de pointe. Mais ok, reprenons-le. Et... Donc vous prenez sur la marge, tant pis, c'est nous, on se dit Ouais. attends, ça on peut pas livrer sur le client, on va le prendre pour nous et on va donner un truc top parce que c'est notre image de marque qui est Et en c'est jeu. une, c'est une validation, tu vois. c'est une C'est pour ça que je exigence retourne à beaucoup avoir. sur la validation. Bien sûr, bien sûr. C'est une validation qui est interne sur la qualité de ce Oui, que c'est tu pas que produis. la validation externe. Et il y a après, il y a aussi- la validation, bien évidemment, du montage, de la partie artistique et la validation client. Mais tu as d'abord une validation interne qui est est-ce que nous, on est content de sortir ce résultat-là, quoi. Et puis moi, je vais te donner un point de vue de producteur artistique sur la question. Mais moi, je serais toujours d'avis de te dire que ça coûte plus cher d'envoyer une vidéo pas prête Ça, que, c'est vrai. Ça, c'est clair. C'est sûr. tu vois, que de couper court et de dire bon, vas-y, on envoie comme ça, on verra. Ouais. Oui, parce que c'est ta réputation, c'est la qualité de ton travail, etc. Et que après, ils peuvent dire, bah, finalement, on va peut-être pas repartir avec vous parce qu'on n'était pas Ouais, déjà. 100% Tu satisfait. peux finir par perdre un client, surtout si tu prends l'habitude de faire ça. Ouais. Tu peux te perdre un aller-retour infini parce que au final, si tu livres une V1 pas prête, des trucs qui auraient pas fait l'objet de validation, dans l'inconscient du client vont On va devenir chercher les des... petits détails, quoi. La première impression est importante. Ouais. C'est ce que si dès la V1 tu donnes pas une bonne impression, Tu tires une balle dans le pied là, tu te dis Ouais. oh là là, la Compliqué joue de- des portes. Exactement, tous les trucs, tu sais, il y a des clients par exemple où on dit on va faire une passe d'étalo. Une passe d'étalo par un monteur, pas par un vrai étalo entre guillemets, Ouais. tu vois, mais parce que je sais que si là le client, je lui livre un truc Brut, il veut dire. brut, il va pas avoir la capacité de projection et du coup ça va remettre dans son inconscient, puisqu'en fait un des tafs du producteur artistique, au-delà de garantir l'artistique, c'est aussi de garantir la relation client, mais surtout de comprendre comment le client voit une vidéo. Et il y a un nombre de phénomènes inconscients Je suis d'accord. qui entrent en jeu là-dedans. C'est comme quand les gens regardent un film et te disent pourquoi ils se sont ennuyés ou ils ont aimé. Parfois, il faut savoir lire entre les lignes parce qu'ils vont pas décoder ce qui s'est passé inconsciemment dans leur Ouais. cerveau. Exactement, tu as raison. Nous, tout notre travail, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe inconsciemment dans le cerveau d'un viewer, sur lequel moi, je peux agir consciemment en ayant conscience presque plus que lui. Ouais. C'est tout le travail des réseaux sociaux, d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, de comprendre les mécanismes d'attention des gens et de les hacker. C'est ce qu'a réussi TikTok. Ouais. Donc, il faut essayer d'anticiper ça aussi d'un point de vue client et de se dire, OK, là, on va faire une petite passe de mix parce que, en fait, le C'est contenu, plus il est un peu flatteur, long. c'est machin, ça sera mieux, il va mieux. Un contenu qui est long et mal mixé, les gens vont décrocher vite, mais pas trop forcément savoir pourquoi, juste parce que c'est agressif. En fait, ça fatigue énormément le cerveau et l'attention, quelque chose qui est dur à l'oreille. Et parfois, les gens vont te dire, le contenu, il est un peu long, il faudrait enlever 5 minutes sur ton 15 minutes, tu vois. Et t'es là, genre, mais mon Dieu, quel enfer, je vais tout devoir refaire, alors que si ça se trouve, C'est t'aurais envoyé une question de version rythme. question, ouais. exact. mixée. T'as qu'une chance de faire bonne impression, c'est ce que tu disais, hein. Tu disais Ouais, ça tout à l'heure, ouais, je c'est pense ça. que c'est vraiment important. Et à chaque étape, au mix, à l'étalonnage, au montage, et donc c'est important de prendre un peu plus le temps là pour pas ouvrir la porte à peut-être des choses inconscientes que tu évoquais de la part des clients. Et même en Exactement. tant que monteur, je trouve qu'on a, le fait de bosser sur une vidéo pendant 12 jours d'affilée, après le visionnage de la V1, nous on va pas avoir le même réflexe que quelqu'un qui est de la prod artistique et qui va juste le voir pour la première fois, C'est vrai. qui va se douter que bon bah là le client va focus sur ça parce qu'il le connaît ou parce que et il ou elle a plus en tête le brief que nous, fait que nous on soit dans quelque chose de, enfin disons qu'on a les mains dedans, alors que recul. quelqu'un qui a un recul va pouvoir nous dire bon bah ça il faut le bouger, ça c'est bien, ça on va garder machin. Ouais. Et donc c'est cool aussi d'avoir cette vision-là, chose que je pense que s'il n'y avait pas cette intermédiaire-là, bah en effet on pourrait un peu passer à côté de ce que le client veut vraiment quoi. Bah, et quand tu es la version 1, 2, 3, 4, etc. Après, en fait, t'en viens à faire des modifs, mais peut-être, c'est mon avis, hein, c'est Je juste pense. mon avis. Ok. Je le pense. Tu fais des modifs, mais tu regardes plus le film en entier. Oui, tu c'est regardes ça. en fait C'est ce ce qui que raconte. tu dois modifier. Et en fait,
t'oublies parfois le rythme, etc., que tu peux avoir au début si tu es en montage et que tu te retrouves avec plein de versions, avec beaucoup de choses à gérer, où tu switches d'un projet à l'autre à chaque fois, où c'est pas forcément la même narration Ouais, sur les différents projets que tu as. vrai Donc, que tu as le besoin travail, d'avoir un regard. C'est l'éternelle histoire de la création de contenu artistique. C'est clair. C'est-à-dire que C'est vrai. moi, je fais des vidéos, donc j'adore Terrence Malick, Ouais. parce que j'y vois autre chose. Mais je comprends que 80% des gens qui voient un film où il se passe rien pendant 3 heures et c'est juste des jolis plans, ça les fasse mondialement chier. Et c'est ok. Après, C'est ok, tu vois, mais tu c'est changes vrai. ton rapport, en fait, Ouais. à la création. Ouais, je vois ce que tu Et veux dire. toi, ton travail, c'est de voir une vidéo 1000 fois. Mm. Le travail des gens chez eux, c'est de l'avoir une fois sans formation artistique. Et moi, un truc qui va me rendre complètement fou sur une vidéo, ça se trouve 95% des gens s'en foutent. Et un truc qui me paraît être tout à fait normal parce que j'en vois 200 des vidéos par jour, pour les gens, c'est en mode, mais c'est relou ça, non? Et c'est la métacognition, en fait. Ouais. Tu dois comprendre comment toi tu vois une vidéo, mais surtout comment les autres voient une vidéo pour adapter ta grille de lecture et ta grille de travail sur un référentiel d'une personne qui n'y connaît rien en vidéo Ouais. parce que c'est pas son métier de regarder des vidéos. Ouais. Mais toi, C'est de fatalement, c'est ton métier recevoir, d'en mais faire. pas de comprendre. Donc effectivement. pour moi, le travail le plus dur et le plus essentiel de nos métiers, c'est celui-là, c'est d'apprendre, de construire et d'ensuite tout déconstruire, de prendre en compte ce qu'on a appris pour le mettre au service de qu'est-ce que vont voir les gens, parce qu'ils voient pas Ouais. la même chose que nous. Ah ouais. Est-ce que le fait de produire autant de contenu, même si le contenu est différent pour chaque marque ou chaque client, avec ses versions et puis de ses déclinaisons, et par rapport à des temps impartis pour chaque étape, n'a pas un impact sur la qualité ou le temps de création, la liberté de création, avec les années où on sait que les budgets sont un peu plus maîtrisés? Ils sont obligés de te répondre non. Oui, j'imagine que non. Ils vont mettre le budget. Est-ce qu'il y a ça n'a pas un impact parfois de dire, il faut essayer un peu de temporiser, de dire on sort un master et telle déclinaison pour justement garder de la précision, de la rigueur sur de la qualité ou sur le message qu'on va faire passer? Est-ce qu'il n'y a pas une escalade? Non, Très honnêtement, je pense pas. D'accord. Parce que aujourd'hui, ce qui importe surtout, c'est les masters qu'on sort. Donc l'idée, l'histoire qu'on Et les raconte. déclinaisons, c'est un truc qui est rentré dans les mœurs. Ça se fait D'accord, tellement maintenant, c'est- vite aujourd'hui Ok. que c'est pas ce qui pose le plus de problèmes. Donc, à part quand il y a, sur un projet comme Hall, où on se retrouve à sortir des centaines de vidéos, effectivement, là, il y a un vrai point d'intention. On sait que ça va prendre du temps, etc. Mais dans la plupart des productions qu'on fait, il y a quelques déclinaisons. D'accord. On sait que ça va aller vite. Mais si tu C'est pas parles ça, de l'évolution de marché qui fait que les budgets peuvent être moins élevés pour produire plus de contenu. C'était ça que peut-être je voulais dire, où je me suis mal exprimé, que je m'exprime souvent mal. Non, mais tu m'as compris, merci. C'était pas très clair. Non, non, mais Effectivement, c'était pas très clair. dans ce cas-là, je te dirais que si tu te positionnes sur du contenu qui peut être fait par une meuf ou un mec tout seul avec son mini RS3 et sa FX3, oui, à un moment tu vas te faire voler ton métier, mais c'est comme pour l'IA. Si à un moment tu fais du contenu qui peut être fait par une IA, tu te feras remplacer par une IA. Donc c'est une question de besoin de marché. C'est-à-dire que nous, on se positionne sur un marché où les gens ont besoin de notre expertise. Ok. Donc il faut qu'on fasse valoir notre expertise et donc on reste dans des budgets nécessaires à mettre à bien projet. notre manière de travailler, mettre à profit notre manière de travailler. Donc on reste là-dessus. Et puis ensuite, il y a la question de la forme des projets. Et parfois, un projet, bah, tu vois, on parlait hors caméra d'une prod qu'on a fait ici avec Omar Sy pour la sortie du film The Killer, le remake. La prod rentre le mardi. On tourne le vendredi ou le samedi. On livre le lundi. Ça Bon, fait des- vous irez regarder la vidéo Où est ma caméra? Vous irez regarder la vidéo sur YouTube. The Killer, le jeu avec Omar Sy et Nathalie Emmanuel, qui a joué dans Game of Thrones notamment. Vous me direz ce que vous pensez de la qualité de cette vidéo. Moi, je la trouve qualitative. Et c'est un exercice de style, en fait. Tu me dis, la prod, elle rentre mardi et on la livre lundi. C'est ouf. On doit tout écrire et tout faire. C'est ouf. Très bien. Est-ce qu'on est capable de le faire? Donne-moi les moyens, je te le fais. Ça, c'est Webedia, c'est notre manière de répondre.
Si on décide de le faire comme ça, la réalité du projet est celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait de plus qualitatif possible avec les contraintes? Et en fait, à la fin, la prod ressemble au maximum de ce que tu peux faire en 6 jours. Et c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu, c'est sûr. C'est ça, Vraiment, en c'est fait, le jeu. exactement. C'est ce que tu dis. tu vois, les acteurs, ils sont à Paris pendant 2 heures. On sait qu'on va les avoir une demi-heure. Qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu qui fonctionne sur YouTube en une demi-heure? Comment on va trouver le lieu qui est proche de leur hôtel pour faire une jolie DA? Comment on va le retravailler avec de la déco? Quel budget ça prend? Si vous avez ce budget-là, nous, on vous fait une bonne prod en 6 jours. Ouais. Et là, tu vois, on a parlé de pas mal de l'explosion des formats, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont encore évoluer là-dessus? Comment vous voyez un peu l'avenir de la production audiovisuelle pour votre secteur à vous, par rapport à tous les formats qui peuvent arriver? Je crois qu'il y a un format à un moment je crois que c'est dépassé maintenant, mais sur Insta qui était hyper allongé. Je sais pas si ça vit toujours ou pas, ce type de format. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où... Mais les formats évoluent constamment. On a vu pendant des années du format carré, et aujourd'hui, le format carré, il disparaît peu à peu, quoi. Même s'il y a encore quelques clients qui nous le demandent. En réalité, nous, notre recommandation, c'est plutôt de ne plus en faire, parce que c'est pas ce qui marche actuellement. Ouais. On n'est pas à l'abri de que ça de change, nouvelles que ça choses, revienne, etc. Ça dépend du marché, tu vois. Sur le marché africain, par exemple, en pleine expansion, tu vas avoir encore un Facebook très fort. Ouais. Et sur cette réalité-là, ça peut être encore pertinent de faire du carré. Donc, comme le disait Xav, ça évolue tout le temps, en fait. Il y a tout le temps des réalités qui sont différentes. Maintenant, si on parle de révolution dans le monde de la création audiovisuelle, je pense que des révolutions de réseaux qui entraînent des révolutions de format, ou des révolutions de technologie avec le smartphone qui entraînent des révolutions de format, bon, on y répondra toujours, ce sera toujours la règle. Aujourd'hui, la révolution qui arrive, c'est évidemment l'intelligence artificielle. C'est sûr. Et là où c'est une révolution qui est plus difficile à envisager, c'est que là, elle remet en question ce qu'on crée. Oui. Elle remet en question ce que c'est qu'un humain face à une machine. Ouais. Donc là, c'est une révolution un peu plus en profondeur de notre manière de penser. C'est une révolution de fond, c'est pas une révolution de forme. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas juste une révolution de moyens comme la pellicule, Ouais. tu vois. On a souvent le comparatif avec la pellicule de dire oui mais regarde même quand on tourne même maintenant qu'on tourne au numérique et que c'est moins cher et que ça offre tous les avantages que tu veux, on revient quand même à la pellicule. Alors déjà c'est marginal, je pense que sur tous les Le nombre de tous films les produits, je peux te dire que contenus Quelques sont réals qui peut-être, tiennent à la pellicule. exactement, et qui peuvent se le permettre Et qui peuvent se le permettre. parce que tous les distributeurs vont les suivre et mettre leurs films au ciné dans le monde entier. Mais déjà c'est marginal, mais au-delà de ça, c'est pas juste ça l'IA. L'IA c'est produire du contenu, c'est réfléchir du contenu. L'IA c'est pas juste fabriquer, c'est réfléchir du contenu. Donc quelle est la limite en fait? Parce qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas à quel point l'IA, t'as forcément le discours facile de mais ça sera jamais un vrai humain, sauf que quand tu testes, tu te rends compte par exemple sur de la musique que je sais pas, 87% des gens font pas la différence entre un morceau produit par une IA et un morceau produit par des humains. Et on est au balbutiement du truc. Donc qu'est-ce que nous on va trouver en tant qu'humains pour ne pas être comparable à une IA? Ou alors est-ce que nos métiers se transforment pour être intégrés, ou en tout cas peut-être. Tu vois, est-ce que moi, mon métier de producteur artistique, c'est comme à l'époque, j'étais capable d'expliquer à une styliste ou un styliste ce que tu voulais, ce que je voulais, c'est prompter une IA pour lui expliquer ce que je veux, et ensuite faire le lien entre comment j'ai poussé mon idée avec l'IA jusqu'à la donner à un humain. J'espère encore. J'espère encore. Mais tu vois, il y a... C'est une vraie question, de toute façon. Il y a une vraie question. On s'interrogeait comment est-ce qu'on voit ça, on repousse, on se dit non, ça ne peut pas exister. Ou alors c'est une réalité, il faut que je fasse comment je veux faire au mieux avec, et comment elle va s'intégrer dans mon quotidien ou dans le quotidien d'une entreprise. Parce que là, on parle d'IA générative, d'accord. Et après, il y a plein d'autres IA qui sont sur la gestion de projet, etc. aussi, qui viennent en ligne de compte. Qui doivent aujourd'hui être des outils pour nous aider à produire, parce que
Parce que c'est ça qui va nous permettre d'être performants sur le marché. Bien sûr. D'être, Puis si vous le faites pas, d'autres le feront. De toute façon, Exactement. on peut pas ignorer c'est le sens de l'histoire. Enfin, j'ai envie de dire. Non, puis je pense qu'en effet, comme on disait, la première révolution d'IA qui va arriver aujourd'hui, je pense que c'est celle de l'automatisation. On voit celle du génératif parce que elle est plus sexy, elle parle à tout le monde comprend, mais aujourd'hui, factuellement, techniquement, elle est encore très en retard sur le travail d'un humain, techniquement. De moins en moins, mais quand même. Je pense que N8N sera une plus grosse révolution à l'échelle des entreprises avant qu'on arrive à ce que C'est l'IA générative remplace tous nos métiers. Ouais. Maintenant, oui, il y a des usages à penser. Il y a Astier qui dit un truc très intéressant là-dessus pour Kaamelott, là, le dernier volet. Il disait que lui, il avait des intentions de déco. Il les a punchées avec une IA pour que l'IA lui montre des choses. Ouais. Par contre, quand il a transmis ça à une chef déco, des stylistes, etc., il ne lui a pas montré ce qu'a fait l'IA. Parce que si tu montres à quelqu'un qui a un profil créatif et technique quelque chose de fini, entre guillemets, naturellement, son cerveau va s'orienter vers la partie technique de son métier et te réaliser ce qu'il a vu. Si toi, tu as envie d'encore bénéficier de l'aspect créatif de son cerveau, Très juste. tu peux, toi, boxer avec une IA jusqu'à avoir quelque chose qui te plaît et ensuite décrire de la même façon à une personne ce que tu as prompté à Pour l'IA laisser ce son et champ créatif. voir ce Bien que sûr. elle va y apporter. Et je pense que c'est une des manières de bénéficier un peu du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire toi n'ayant pas la compétence de fabriquer des styles et des projections de ce que tu veux, bah, tu t'aides d'une IA pour pousser ton idée plus loin et ensuite tu mets ton idée, et non pas ce qu'a créé l'IA, mais ton idée poussée à son paroxysme via la projection que t'as permis l'IA, tu la confies à quelqu'un qui pourra elle la pousser encore plus loin. C'est une des manières. Une des manières, ouais. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour cet échange. On arrive à la fin, si ça vous va. Oui, Commence à faire chaud. Pour conclure, du coup, est-ce que vous avez un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut travailler dans la production, la post-production, qui veut se lancer ou quoi que ce soit dans les métiers qui vous touchent? Ne regardez pas, Xav, tu te déroules. Non, on fait un petit tour de table. Allez, chacun un petit conseil. Sur on vos se dit, tiens, compétences que vous avez chacun. je pense qu'il faut être passionné. C'est le cœur du débat. Ces métiers-là, ça reste des métiers où tu feras pas 10h, 18h assis à ton bureau et peut-être que parfois ça va être plus late, mais il y a aussi des moments où ça va être plus chargé et parfois même volontairement. Moi, je sais qu'avant, on va dire, quand j'étais monteur, ça m'est arrivé de passer des nuits à monter des projets perso parce que en fait, je voyais même pas le temps passer. C'est juste t'es dedans et t'avances. Et même encore aujourd'hui, ça m'arrive de monter un peu et je vois pas le temps passer. Donc, c'est important de garder ça et de voir ce qui se fait à côté aussi. Rester curieux sur. Rester curieux sur tout ce qui se passe, notamment chez nous, le cœur du métier, c'est les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais, ça bouge vite, quoi. Toi, Flavien, toi qui es tout jeune. Bah, il m'a piqué l'idée. Fais gaffe, t'as vu, il monte encore un peu, il va piquer aussi le montage. Fais gaffe, hein. Surveillez, lui. Bientôt, j'ai plus de travail. Mais non, je disais se cultiver et se culturer, j'invente des mots parce que c'est ce qu'on fait depuis non, mais ouais, se cultiver visuellement si en effet c'est un truc qui nous plaît pour que nous, ça nous anime de vouloir ensuite créer avec ce qu'on a dans la tête. C'est ça qui est cool aussi, en effet, ça se base sur une passion et je pense qu'on a l'avantage de bosser dans ce métier-là, c'est que c'est une passion à la base et on a de la chance d'en faire notre métier. Et ça, c'est déjà un luxe, mais si en plus on peut faire des choses qui nous plaisent parce que on a vu ça et c'est un truc qu'on a envie de développer techniquement et proposer un truc qui nous ressemble, ça c'est cool aussi. Donc ouais, se cultiver visuellement et tout le temps, toujours, se nourrir toujours. Humainement, socialement, tout ça quoi, ouais. De ouf. Non, pour moi, évidemment, je pense que ces deux points-là, ils sont essentiels. Aimer ce qu'on fait et mettre de ce qu'on aime dans ce qu'on fait via notre culture et ce qu'on aime consommer, tout simplement. Puis un dernier qui est un peu plus tricky, surtout à certains postes, c'est que je pense qu'il faut prendre le risque de perdre. Ouais. Je pense qu'il faut essayer des choses, quoi.
C'est dur, surtout quand tu bosses avec une marque. Ouais, Comment ouais. t'expliques à une marque? J'ai tenté un truc, Vas-y, je tentais. je tente un truc, j'ai raté. Et puis derrière, je vais expliquer à Xav. Xav, j'ai tenté un truc, j'ai raté. Tu peux me doubler le nombre de jours de Et puis expliquer à mon producteur. On va pas faire de marge là-dessus, mais j'ai tenté un truc. Malheureusement, je pense que c'est essentiel. Et, alors, point de vue producteur artistique, évidemment, qui est pas là à négocier les budgets toute l'année. Mais je pense que tu perds plus d'argent à t'enfermer dans un truc où tu prends jamais le risque de perdre. Et du coup, bah, tu te fais rattraper par le reste du marché, par la meuf ou le type qui tourne et monte tout seul avec son matos parce qu'il a de plus en plus les moyens de faire des trucs cool, par les IA parce qu'elles sont de plus en plus fortes. Si tu prends jamais le risque de faire un truc très novateur, bah tu vois, on peut finir là-dessus, tu vois, mais chez Webedia et chez IDZ en particulier, on a quand même fait Kaizen, tu vois. En vrai de vrai, Kaizen, c'est un projet, au début, quand ça tape aux portes de tout le monde est là, genre... le cerveau là qui va monter l'Everest, on n'est pas sûr qu'il réussisse. Il faut vendre ça à toutes les marques et leur expliquer que ça se trouve le type il va pas monter l'Everest. Ça se trouve, On va trouver une il histoire va à raconter terminer. autour et ça va coûter plus qu'un bras, tu vois. Comment on fait ça? Faut prendre le risque. Faut prendre le risque de perdre parce que de toute manière, c'est un peu comme l'inflation. Faut prendre le risque de perdre parce que de toute manière, tu te fais toujours rattraper sinon. C'est dur à entendre, mais je pense qu'il faut le faire. Super. Bah, Merci à tous les trois. Merci Xavier, Merci à vous. Fabien, Aymeric. C'était super de vous avoir. Et puis, plein de belles choses encore pour Webedia. On suivra, on reviendra sur ce YouTube. Bon, bah, Merci à vous. C'est assez régulièrement se suivre les uns les autres. Oui, c'est vrai. On se voit souvent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.